Les réseaux de couche 2, parfois appelés LAN ou réseaux locaux, sont localisés dans un sous-réseau IP. Ils sont reliés entre eux par des switches. Les switches ne s'intéressent qu'aux adresses MAC. Un LAN est considéré comme un domaine de broadcast unique. Un domaine de broadcast est la portion d'un réseau sur laquelle un message broadcast peut être reçu. Les routeurs segmentent. Ils ne transfèrent pas le trafic. Les domaines de broadcast, un WAN, réseau étendu, est composé de plusieurs sous-réseaux IP. Par conséquent, un réseau WAN se compose de plusieurs domaines de broadcast. Pour qu'un datagramme quitte un réseau local, et par extension un réseau local virtuel, il doit être encapsulé en IP. Parce que la trame encapsulant le paquet IP est détruite et reconstruite en traversant un routeur. Les routeurs ne s'intéressent qu'aux adresses IP. Les routeurs abandonnent tous les messages broadcast. Les sous-réseaux IP et donc les routeurs nous permettent de communiquer entre réseaux locaux. C'est pourquoi les sous-réseaux IP existent. En IPv4, on a deux concepts qui fonctionnent en parallèle. Tout le monde a entendu parler des adresses IP. On a une adresse IP pour un hôte, c'est-à-dire un ordinateur ou un appareil d'ANT ou quoi que ce soit d'autre. Puis, on a une adresse réseau. Il y a deux types d'adresses IP. Adresse hôte, l'adresse IP que possède un appareil, et l'adresse réseau, l'adresse IP qui décrit un groupe d'hôtes ou de machines. La chose la plus importante dans la configuration d'un réseau étendu, c'est le masque de sous-réseau. Quand on parle des masques de sous-réseau, on entend parfois des définitions contradictoires. Auparavant, on pensait que l'IPv4 était assez grand pour tout le monde entier, ce qui n'est pas le cas. Les classes d'adresses IP sont très bien parce qu'elles tiennent dans l'espace libre en tout début d'octet, mais elles ne sont pas très efficaces. Comme il est devenu évident qu'on allait manquer d'adresses IPv4, on est passé à ce que l'on appelle un système sans classe. Le problème, c'est qu'on se trouve avec des gens qui parlent de sous-réseau de classe A, mais utilisent ensuite une description sans classe. Les deux sont partiellement incompatibles. Maintenant, il existe des limites numériques sur ce qu'on accepte comme étant réseau de classe A, classe B, classe C. Mais si vous devez vous servir d'une perspective sans classe, ça porte à confusion. Parce que le masque de sous-réseau est défini par la classe. Donc, dans le jargon des réseaux modernes, on parle d'adresse réseau, suivi d'un slash, puis d'un nombre de bits pour décrire notre sous-réseau IP. La taille d'un sous-réseau IP est définie par le masque de sous-réseau. Une adresse IPv4 comporte 32 bits. Un masque de sous-réseau IP indique à un appareil quelle partie de l'adresse IP est considérée comme locale. On appelle cela un masque, en raison de sa construction binaire. Ce n'est pas un message réseau, mais plutôt une convention respectée par les appareils concernés par un sous-réseau précis. Un masque de sous-réseau IP est constitué de 4 octets pour correspondre à une adresse IPv4. Par exemple, j'envoie à une adresse IP de destination 192.168.1.10. Mon masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Mon adresse IP est 192.168.1.12. Mon appareil cherche à faire correspondre au 192.168.1. C'est une bonne correspondance, donc je sais que c'est local. Si j'envoie à 192.168.2.10, alors le 2, troisième octet, ne correspond pas, et je sais qu'il faut l'envoyer à la passerelle. Les valeurs de masque valides sont 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128, 0. Nous considérons un octet à la fois pour créer une notation décimale. La notation CIDR/N est le nombre de bits dans tout le masque de sous-réseau. Cette table présume que nous ne regardons que le dernier octet.
Parlons un peu de la conversion des nombres binaires. Les valeurs de masque valides sont 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128, 0. Le rideau de 1 indique à l'appareil de faire correspondre toute valeur binaire masquée par un 1 et si la correspondance est bonne, l'adresse est locale. Un seul VLAN constitue un seul domaine de broadcast. Un sous-réseau IP est aussi un domaine de broadcast. Les VLAN peuvent donc être décrits à un routeur en tant que sous-réseau IP. Attention, l'adressage IP statique de deux sous-réseaux IP dans le même VLAN n'est pas judicieux. Lorsqu'un paquet de broadcast IP est créé dans un VLAN, il est toujours mappé sur l'adresse MAC de diffusion. À la couche 2, un appareil ne peut pas distinguer une trame de broadcast d'un autre sous-réseau IP. Par conséquent, un broadcast IP dans un sous-réseau IP différent dans le même VLAN ira toujours vers les périphériques de l'autre sous-réseau IP. Cela constitue un risque de sécurité potentiel. Astuce, attribuer à chaque VLAN son propre sous-réseau IP. Donc pourquoi faire l'effort d'avoir des tailles de sous-réseau différentes? Parce que nous avons un nombre limité d'adresses, donc il faut les utiliser efficacement. Je pourrais avoir un sous-réseau Wi-Fi ici. J'ai le Wi-Fi invité, je peux utiliser un /25 qui me donnerait 126 adresses IP, que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent simplement utiliser mon Wi-Fi invité. Donc ici, je peux me servir de 6 autres en utilisant un sous-réseau de /29 bits. Dans cette liaison, en gros, je connecte un appareil à un autre appareil. Deux routeurs connectés ensemble, il y a simplement deux nœuds qui y participent. C'est toujours un réseau. Même s'il n'y a que deux appareils, je peux me servir d'un /30 qui me donne deux hôtes, deux adresses IP, une pour chaque extrémité de liaison. Donc l'astuce, c'est que si je veux construire un réseau à grande échelle, je devrais commencer par utiliser le plus grand réseau d'abord et ensuite descendre vers les plus petits. C'est important, car lorsque je rentre dans l'infrastructure informatique de quelqu'un d'autre et que je commence à exiger que les VLAN soient percés ou que je veuille utiliser un sous-réseau ID différent, c'est le genre de pratique qui rend les responsables informatiques complètement fous, parce qu'ils ont élaboré un tableur géant, comme celui-ci, où ils ont soigneusement organisé chaque IP de sous-réseau pour qu'ils aient une taille correcte, appropriée à l'emplacement. Ils ont toutes leurs adresses IP sur une longue ligne, donc ils s'en servent efficacement. Et puis vous arrivez et vous dites « je veux procéder différemment », ce qui est exactement le type de comportement contre lequel leur réaction viscérale est de ne pas vouloir traiter avec vous. Il y a quelque chose de simple. Sur beaucoup de réseaux, vous ne voulez pas nécessairement vous connecter à Internet. Vous pouvez donc être dans votre propre ensemble de sous-réseaux IP avec vos propres VLAN. Et tant que le routeur ne pointe pas vers d'autres sous-réseaux, vous pouvez utiliser le schéma de votre choix. C'est totalement ajustable. Donc si vous êtes administrativement séparé dans votre propre petite partie, vous pouvez être autorisé à jouer, entre guillemets. Ce n'est que lorsque vous commencez à vouloir rejoindre différents réseaux que vous n'avez pas un contrôle total et que vous devez vous rapprocher d'un administrateur. Donc en fait, lorsque vous discutez de vos exigences avec l'équipe informatique en termes d'accès aux autres réseaux, c'est la première question à poser. Par exemple, vous pouvez leur dire que vous voulez une connexion Internet. Vous n'avez besoin que d'une seule adresse IP pour récupérer l'Internet public.